Bonsoir Madame Nathalie Yam. Vous rentrez tout fraîchement de Sochi en Russie, après le premier forum économique Russie-Afrique auquel vous avez participé de belle forte manière. C'est un honneur pour nous d'avoir l'opportunité d'un entretien avec vous immédiatement après ce rendez-vous historique et stratégique pour l'Afrique de demain. Pourrions-nous déjà avoir à chaud vos impressions générales sur ce sommet? Pensez-vous qu'il a globalement répondu à vos attentes? Ah oui, je pense qu'il a même surpassé mes attentes. Mais d'abord, merci de m'inviter et de me poser ces questions. Le sommet a été, je pense, un grand succès pour moi-même en tant que participante au sommet, mais je pense aussi pour le pays organisateur et les pays participants. Tous les pays d'Afrique étaient représentés. Il y a eu des opportunités d'échange entre les chefs d'État, entre les délégations, avec les ONG qui étaient là. C'était une réunion à la fois politique et économique qui a permis à beaucoup d'hommes d'affaires aussi de découvrir les potentialités de la Russie, ou bien aux hommes d'affaires russes de découvrir les potentialités des Africains. Et ça a été une plateforme qui a été très très suivie, je crois, enfin, je pense. Donc pour moi, vraiment, c'est un bon rendez-vous et j'ai été heureuse d'apprendre que le sommet aura lieu tous les 3 ans de façon alternative. Donc le prochain sommet aura lieu en Afrique dans 3 ans, c'est une bonne chose. Mais si nous savons que les chefs d'État africains ont massivement répondu à l'appel de Poutine, accompagnés de délégations pléthoriques. Sans considérer le fardeau du coût de ces déplacements massifs pour le contribuable, quelles seraient selon vous les raisons d'un tel engouement autour d'un sommet placé sous les thèmes de souveraineté, d'indépendance africaine, quand on sait que la plupart des chefs d'État présents sont, pour vous citer, des laquais de la France? Oui, enfin, c'est les chefs d'État du précaré francophone qui se comportent comme des laquais. Heureusement, ce n'est pas la majorité des pays africains qui ont été sous la coupelle de la France. Je pense que le fort taux de participation montre quand même la puissance de la Russie aujourd'hui. La Russie est un acteur majeur au plan mondial. C'est une grande puissance, une superpuissance. Il n'y en a pas des masses, ils sont 3. Il y a les États-Unis, la Chine et la Russie, qui sont vraiment les gros joueurs, comme on pourrait dire. Donc il me semble à peu près normal que les chefs d'État africains répondent positivement au rendez-vous de Sochi et à l'invitation du président Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'ils y attendent? Certains sont peut-être allés geindre dans les jupes de leurs interlocuteurs pour dire bon, nous on a besoin de diversifier, mais on n'ose pas trop parce que de l'autre côté on nous menace un peu. D'autres sont peut-être allés là-bas pour pouvoir utiliser ça en effet de levier auprès de leurs partenaires habituels, en disant bon, si vous n'augmentez pas un peu ici, nous on va aller faire plus de business là-bas. D'autres y sont peut-être allés tout simplement parce que la Russie a vraiment beaucoup de compétences et de savoir-faire à partager. Et ils sont, ce qui est très très intéressant, ils sont dans une logique qui n'est plus idéologique. La Russie d'avant, bon, c'était pendant la guerre froide, c'était le bloc communiste, socialiste versus le bloc capitaliste occidental. Ils sont plus du tout comme ça. Le président Poutine a ouvert les travaux de plénière en disant la Russie a investi 20 milliards de dollars en Afrique, dont une grosse partie d'ailleurs en Égypte. Et que pour lui, l'objectif maintenant, c'est d'investir 40 milliards de dollars dans l'Afrique. Pour lui, c'est même très petit encore. Donc, vous voyez, les dimensions des échanges à venir sont extrêmement intéressants et il faudrait être vraiment endoctriné jusqu'à la moelle épinière pour ne pas au moins aller à la rencontre de ce nouveau partenaire. Les intérêts sont au même niveau, c'est-à-dire que est-ce que les Africains ont autant besoin de la Russie que la Russie a besoin des Africains? C'est à chacun de d'énoncer les termes du partenariat pour en faire quelque chose qui soit gagnant-gagnant. La Russie a, comme je l'ai dit,
un savoir-faire, de la technologie, de la puissance, un siège au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, elle pèse. Les Africains ont le continent le plus important, on va dire, sur le plan géostratégique, que ce soit au point de vue des ressources naturelles, que ce soit au point de vue de la jeunesse, de la densité de la population, de la jeunesse qui est un symbole de développement. Le fait d'avoir 60% de la population qui a moins de 30 ans, certains peuvent le voir comme une menace, mais c'est une énorme chance. Donc, chacun peut y gagner quelque chose. Maintenant, est-ce que ceux qui nous dirigent sont mus par la volonté de retirer un partenariat gagnant-gagnant, ou bien est-ce qu'ils veulent juste faire des business, remplir leur compte en banque perso et puis laisser leur population dans la pauvreté? Ça reste à voir. Le sommet a-t-il retenu un programme concret et précis d'actions centrées autour de ce thème de souveraineté pour rendre l'intention palpable sur le terrain, ou bien cet objectif n'est resté qu'un autre discours de sommet pour faire beau? Non, il y a eu une déclaration finale du sommet qui est d'ailleurs assez longue. Peut-être que je me permettrai de vous envoyer le lien pour que vous puissiez publier ou mettre ça à la disposition de vos auditeurs, ceux qui auront envie, ou de vos téléspectateurs, ceux qui auront envie de le découvrir. Il y a quand même des points qui sont intéressants là-dedans. J'attire l'attention de ceux qui le voudront sur le point 30 de la déclaration finale, qui est quand même signée par tous les chefs d'État et qui se rebelle contre l'hégémonie, la mainmise de certaines puissances hégémoniques sur l'Afrique. Et puis il y a eu des business qui ont été conclus de part et d'autre. Alors c'était pas une réunion où il y a l'Afrique parle d'un bloc et puis la Russie parle d'un bloc. Il y avait la Russie d'un côté, mais en face, chaque État avait ses besoins qu'il a énoncés, avait ses discussions, a négocié des deals, certains en ont signé. Moi, j'ai eu la chance d'assister à la signature de l'achat d'une centrale nucléaire par l'État du Rwanda. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je veux dire, sans complexe, quoi. Nous, on en est encore ici à travailler nos champs avec la houe et la daba. Et eux, ils se font construire maintenant une centrale nucléaire qui va servir non seulement pour les besoins énergétiques, mais pour les besoins de santé. On sait très bien que pour soigner le cancer, il faut du nucléaire dans certaines chimiothérapies, etc. Donc, il y a des pays en Afrique qui se projettent, qui investissent dans la compétence, dans l'éducation, dans la formation, dans les nouvelles techniques. Et puis, il y a ceux qui vont là-bas pour demander de l'aide, geindre et se perpétuer dans leur position de mendiants. Vous conviendrez avec nous que nous ne serons menés cette interview sans revenir sur le discours brillant, magistral, historique et plein d'engagement que vous avez tenu à Sochi. Pour nous, à n'en pas douter, ce sont les 7 minutes les plus dérangeantes de l'histoire des esprits néocolonialistes et des adeptes des relations de tutorat avec l'Occident. Vous attendiez-vous à un écho aussi retentissant dans tous les milieux, tant populaires, politiques, diplomatiques et artistiques? Alors, pas du tout. Alors, je dois avouer que j'ai été surprise de l'ampleur que ce discours a pris. C'est un discours qui m'est habituel. C'est habituel, discours habituel de mon parti, de moi-même, de tous ceux qui sont les militants de leaders savent que c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est une position que je tiens depuis que je suis étudiante, qui n'a jamais varié. Donc, pour moi, c'était vraiment un exercice naturel. Mais j'ai été vraiment surprise par la déferlante qui a suivi, le retentissement que ça a eu, l'ampleur que ça a eu, parce que c'était vraiment, ça dépasse l'Afrique, ça va en Haïti, en Amérique du Sud, même en Afrique francophone. Et en même temps, je trouve que c'est rassurant parce que ça montre que les populations d'Afrique en ont ras-le-bol de l'état actuel des choses, qu'elles aspirent à plus de dignité, à plus de liberté, à plus de respect, qu'elles aspirent à quelque chose de mieux,
Et je crois que mes mots, peut-être de par le fait qu'ils aient été prononcés dans ce cadre-là, alors qu'il y avait des chefs d'État qui sont là, et que c'était en Russie, peut-être que c'est ça qui a touché les gens. Dans nos pays, généralement, exprimer des opinions contraires à celles des pouvoirs peut se relever dangereux pour la santé. Alors le faire comme ça, devant un parterre de chefs d'État et de puissants mogos, comme on dit, bon, les gens se sont dit, bon, elle ose parler pour nous. J'étais surprise, mais en même temps, je suis contente que ce soit comme ça. Ça montre qu'il y a une réelle volonté de changement et ça informe ceux qui sont réfractaires à ce changement qu'il y a un tsunami qui arrive sur eux. Ils peuvent s'asseoir et puis commencer à gérer, ou bien ils peuvent se laisser emporter par ce tsunami, mais rien n'arrêtera cette vague. Et qu'est-ce que ça vous fait lorsque le journaliste comme Claudicia affirme qu'il avait des larmes aux yeux pendant votre discours? J'ai été très touchée. Claudicia est une personnalité dans la lutte commune que nous menons contre les impérialismes et pour la dignité des peuples, pour la liberté. En plus, c'était dans une émission avec Smokey, que j'admire aussi beaucoup, qui est un des acteurs de la révolte burkinabé qui nous a débarrassés du tyran Compaoré. Donc, j'ai beaucoup de gens comme ça. Ce qui m'a étonnée, c'est des gens qui sont dans des organisations internationales, des ministres, mais aussi des jeunes, la diversité des personnes qui se reconnaissent dans ce discours. Vraiment me montre que le pouvoir est au peuple et le peuple est là. Si vous deviez décider d'un impact immédiat de votre discours sur les relations France-Afrique, que voudriez-vous? Si je dois décider d'un impact immédiat, je souhaiterais que tout le monde s'unisse pour nous aider à porter Mamadou Coulibaly à la tête de la République de Côte d'Ivoire en 2020. C'est le meilleur impact qu'on pourra avoir que pour avoir ce discours. Parce que pour faire les changements que j'ai énoncés, c'est-à-dire en sortir du CFA, en finir avec les bases militaires françaises, il faut que ce soit l'acte d'un chef d'État en exercice. Aucun de ceux qui sont là n'a ça dans son programme. Aucun de ceux qui se présentent pour 2020 dans les différents pays, en dehors du professeur Mamadou Coulibaly, n'a inscrit ces points-là dans son projet de société, dans son programme de gouvernement. Et comme nous savons que tout en Afrique francophone surtout arrive en cascade, les indépendances ont eu lieu toutes les unes après les autres, les plans d'ajustement structurel se sont suivis dans un pays après l'autre, la dialectique assez comique de l'émergence s'est répercutée un peu dans chacun des pays. Si Mamadou Coulibaly, si nous arrivons au pouvoir en Côte d'Ivoire en 2020, cela va contaminer le reste de l'Afrique francophone. Et je pense que si ce discours doit avoir un impact, c'est de dire unissons-nous. Il y a une lucarne en octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Il y a là-bas des gens qui ont inscrit les mécanismes pour nous faire sortir de ce carcan, de cet enclos, dans leur programme de gouvernement. Aidons-les à y arriver, mobilisons-nous d'où qu'on soit. Et les Ivoiriens, ce n'est pas l'Élysée qui nomme les chefs d'État. Ce n'est pas une fatalité. Si nous décidons à revendiquer l'enrôlement, si nous décidons à nous lever le 31 octobre et à aller voter et à aller mettre le bon bulletin dans l'urne coché sous la tête de Mamadou Coulibaly, l'Élysée ne pourra rien contre ça. Donc voilà l'impact que je souhaite. Pendant que je posais Mamadou Coulibaly, une fois délégation du gouvernement ivoirien menée par Alassane Ouattara était à Sochi. Mamadou Coulibaly aussi, au titre de leader. Savez-vous aussi, M. Ouattara et M. Coulibaly ont eu à échanger? Si oui, qu'ont-ils pu se dire? Je pense que non, ils n'ont pas échangé. Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à se dire, surtout que bon, M. Ouattara fuit tout débat avec M. Coulibaly, connaisseur connaît, comme on dit chez nous. Je pense qu'ils échangeront peut-être pour la première fois lors de la passation de pouvoir le 14 décembre 2020. Comme précédemment évoqué, Mamadou Coulibaly, votre champion, candidat à la présidentielle de 2020, était à Sochi. Pourrions-nous avoir un aperçu de son agenda lors du forum?
Oui, le professeur Koulibaly a eu des échanges avec des officiels russes, mais c'est aussi avec des officiels africains d'autres pays. C'est un candidat investi par son parti à l'élection présidentielle, donc il a eu des rencontres politiques, mais il a aussi pris part à pas mal d'échanges et de panels qui portaient sur l'éducation, sur la santé, sur le nucléaire, sur l'énergie, parce que quelqu'un qui aspire à diriger un pays se doit d'être au fait des dernières technologies, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, de voir si les projets qu'il a élaborés sont réalisables, combien ça coûterait, quels seraient les éventuels partenaires qui pourraient accompagner, dans quelles conditions. Donc ça a été un sommet dans lequel il n'a pas du tout chômé. Alors vous, votre discours a duré 7 minutes, alors que Sochi a duré 2 jours. Comment avez-vous meublé votre temps? Quel impact pourrait avoir Sochi sur la suite de votre combat? J'ai fait la même chose que le professeur Koulibaly. Nous étions le seul parti politique d'opposition africain invité au sommet. Nous étions 2. Le professeur Koulibaly et moi, on se côtoie à Abidjan tous les jours. Donc à Sochi, on s'est divisé le travail et chacun avait ses rendez-vous qui étaient les mêmes, des rendez-vous politiques, des rendez-vous économiques, des visites pour découvrir des technologies nouvelles, pour discuter avec des hommes d'affaires maliens, nigérians et même ivoiriens, russes. On a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire pour développer Azaguié, la commune dont le professeur Koulibaly est maire. Est-ce qu'on pouvait attirer des investisseurs pour venir développer des projets dans la commune? Donc vraiment, on a fait la même chose, mais en essayant de se partager la tâche. Nous sommes au thème de cette interview. Qu'aimeriez-vous dire aux lecteurs avant de prendre congé d'eux? Osons. Je crois que c'est écrit ici, osons. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est vrai qu'on nous serine toute la journée que c'est bouclé, géré, mais quand c'est bouclé, géré, ben, tu ne t'excites pas à aller faire des campagnes partout, à museler les gens, à menacer les gens. C'est quand tu n'es pas serein que tu agis comme ça. Rien n'est bouclé, rien n'est géré. Aucune élection en Côte d'Ivoire n'a été aussi ouverte que celle à venir. Aucune. C'est dans nos mains. Les choses les plus importantes, c'est pas le passeport de quelqu'un ici, la voiture de l'autre là-bas, les petits égos personnels. Les choses les plus importantes, c'est de pouvoir permettre à 5-6 millions de personnes qui sont aujourd'hui exclues des listes électorales de pouvoir s'inscrire et tous d'aller voter avec le cœur en 2020 pour mettre les bonnes personnes à la tête de ce pays. Des gens qui ne veulent pas seulement remplacer les autres dans le fauteuil, mais qui veulent carrément changer le système. Si on veut une Côte d'Ivoire des valeurs, si on veut une Côte d'Ivoire de principes, si on veut revaloriser le travail et le mérite, si on pense que la rigueur c'est mieux que la corruption, si on veut se diriger vers une Afrique d'intégration des peuples, alors osons, osons. Merci infiniment pour cette interview. Bonne chance pour la suite. Merci. On a fini. Merci.